Bonjour et bienvenue à ce webinaire portant sur les ouvrages de génie civil. Je m'appelle Jad El Alam et je travaille dans le département support de CI Engineer. Avant de commencer, il est peut-être nécessaire de régler vos paramètres de son à l'aide de la fenêtre audio comme indiqué dans cette image. N'hésitez pas durant le webinaire de poser vos questions dans la fenêtre de chat et nous y répondrons à vos questions à la fin. Ce webinaire sera enregistré et vous pouvez le revoir sur notre chaîne YouTube ou sur notre site dans la rubrique webinaire. Ce webinaire destiné pour les ouvrages génie civil et plus particulièrement pour les structures utilisées dans le domaine hydraulique comme les réservoirs d'eau, les bassins, les piscines, etc. Aujourd'hui, je vais commencer par vous montrer comment modéliser ce réservoir d'eau dans CI Engineer, comment appliquer les charges du sol et de l'eau en utilisant les charges libres, comment insérer un sol de fondation en utilisant la méthode de Winkler et Pasternak et en expliquant la différence entre ces deux modèles. Je vais ensuite passer au calcul et à l'exploitation des résultats, notamment le ferraillage de la plaque et le contrôle du poinçonnement. Je vais ensuite générer une note de calcul exemple. Sachez qu'un autre webinaire sur les notes de calcul est prévu. Je vais maintenant passer à la modélisation d'Ancien Engineer. Alors, je vais commencer par ouvrir un nouveau projet. Tout d'abord, il faut définir les différents paramètres de notre projet, notamment le matériau qu'on va utiliser par défaut. Ce matériau peut être modifié plus tard. On peut aussi choisir différentes normes pour le calcul en cliquant sur ces trois points, ajouter, et je peux choisir par exemple la norme SIA. Pour ce projet, je vais utiliser l'Eurocode avec l'annexe nationale française. Pour pouvoir insérer un sol de fondation, il faut activer la fonctionnalité ici et je vais cliquer sur sol de fondation. Dans CI Engineer, il existe plusieurs outils pour faciliter la modélisation, comme l'insertion des grilles, la boîte à outils BIM pour l'import des fichiers IFC, et dans notre cas, je vais utiliser l'import des fichiers DXF qu'on peut trouver dans Structure, Dessin, Import DWG, DXF, et je vais choisir mon projet. Je vais choisir à sélectionner toutes ces lignes en cliquant sur Import tout. Pour insérer mes lignes au centre de mon repère, je vais utiliser la ligne de commande et je vais taper 0, 0, 0 et entrer pour terminer et échappe pour terminer la commande. Maintenant que j'ai inséré les lignes DXF, je peux commencer la modélisation. Dans CI Engineer, on peut soit insérer des éléments, des poutres, des poteaux, ou dans éléments 2D, plaques, voiles et coques. Je vais commencer par l'insertion de ma plaque. Avant d'insérer un élément dans CI Engineer, il faut définir les différentes propriétés, comme l'épaisseur qui est 500 mm, niveau de référence, eau. Et pour insérer ma plaque, je vais venir m'accrocher à ces points là. Et échappe pour terminer la commande. Je peux maintenant afficher le rendu de la géométrie en appuyant sur ce point et le volume en appuyant sur ce point. Maintenant, je vais insérer mes voiles. Donc, une épaisseur de 500 mm, niveau de référence centre et comme hauteur 1,6 m. Pour insérer mes voiles, je peux tout simplement dessiner la ligne. Ou utiliser aussi le raccourci sélectionner une ligne pour insérer rapidement les voiles. Et échappe pour terminer. Je vais maintenant insérer une ouverture circulaire dans cette région. Pour faire cela, je vais tout d'abord trouver le diamètre de l'ouverture. Pour faire cela, je vais cliquer sur Info sur les coordonnées. Et mon ouverture a un diamètre de 0,888.
Pour insérer une ouverture, il faut, dans élément 2D, cliquer sur composant 2D, ouverture. Il faut tout d'abord sélectionner la dalle maîtresse, qui est ce voile. Et pour pouvoir insérer une ouverture circulaire, je vais activer cette option ici et je vais choisir nouveau cercle par centre et rayon. Donc il faut tout d'abord définir le centre du cercle et je vais utiliser alors l'extrémité de cette barre et le centre sera projeté sur ce voile. Il faut maintenant définir un point sur le cercle, donc définir le rayon. Pour faire cela, je vais utiliser les coordonnées relatives. Donc il suffit de taper dans la ligne de commande arrobas 0,444 et entrer. Une fois que j'ai inséré mon ouverture, il me reste à insérer les poteaux. Donc pour faire cela, je vais aller dans élément 1D, poteau. Vu que j'ai pas encore défini des sections, j'ai la fenêtre de nouvelle section qui s'ouvre pour définir une section. Donc je vais cliquer sur rectangle et mes poteaux sont un carré de 500. Une fois que j'ai fini d'insérer les sections, je peux cliquer ici sur fermer et fermer. Okay. Je vais insérer mes poteaux au milieu de cette ligne. Pour faire cela, je vais aller dans paramètres d'accrochage et activer les points milieu. Je peux maintenant m'accrocher au milieu de ces lignes. Je vais insérer seulement les 3 premiers poteaux et je vais utiliser après les copies multiples pour copier tous les poteaux. Mais il faut d'abord trouver la distance. Donc, j'ai une distance de 10 mètres suivant X. Je vais sélectionner tous les poteaux en utilisant la fenêtre des propriétés et l'option filtre. Donc, dans ce cas, je vais sélectionner tous les poteaux. Et je vais utiliser maintenant les copies multiples. Donc, j'ai 4 copies et la distance suivant X est de 10 mètres. Maintenant, je vais insérer mon sol de fondation. Pour faire cela, il faut aller dans Données de modèle, Appui et Appui surfacique. Je peux ici définir les différents paramètres de mon sol ou je peux utiliser la base de données pour utiliser des sols déjà définis. Je vais dans notre cas utiliser le sable et je peux voir par exemple ici que la rigidité verticale est très bien modifiée et c'est 15 méganewtons par mètre cube. Il faut donner une valeur à C1X et C1Y. Cette valeur doit être supérieure à 1, donc je vais choisir 1,5 qui est 10% de la rigidité verticale. Je vais cliquer sur OK. OK. Et je vais maintenant choisir la surface où je souhaite appliquer ces appuis. Donc c'est bien cette plaque. Et échappe pour terminer. Maintenant, je vais connecter ma structure. Donc pour faire cela, je vais aller cliquer sur ce bouton. Et j'ai 19 nouvelles intersections générées, ce qui est normal car j'ai 15 poteaux et 4 voiles qui sont connectés sur ma plaque. Je peux vérifier ces connexions en cliquant sur les nœuds par exemple. Et ce nœud appartient à la plaque D1 et à l'élément B10 qui est ce poteau. Aussi pour l'intersection avec entre les voiles et la plaque. Donc je peux cliquer ici. Et cette intersection est pour la plaque D1 et le voile D4. Je vais maintenant utiliser le contrôle des données pour vérifier les nœuds s'il y a jamais des nœuds doubles ou des barres doubles, par exemple. Donc je vais faire un contrôle de données.
Maintenant que j'ai fini avec la modélisation de ma structure, je vais commencer par l'insertion des charges. Pour faire cela, je vais aller dans le menu 4 charges combinaison et je vais cliquer sur 4 charges. Je vais commencer par insérer le poids propre. Le poids propre est calculé automatiquement par CienEngineer, mais il faut vérifier que le type de charge est bien sûr poids propre. Je vais insérer un nouveau cas de charge qui est le cas de charge de l'eau et je vais changer le type d'action à variable. Je vais insérer maintenant un troisième cas de charge pour le sol et un quatrième cas de charge que je vais nommer structure. Et ce cas de charge est dû à une dalle qui va venir se poser sur les voiles et les poteaux. Donc je vais changer le type d'action à permanent. Une fois que j'ai défini les charges, il faut aller dans menu charges pour les insérer. Je peux remarquer que pour le poids propre, je ne peux pas insérer des charges vu que c'est calculé automatiquement par CienEngineer. Pour les charges du halo, je vais utiliser les charges surfaciques libres, mais avant de faire cela, je vais expliquer un peu sur les cas de charges libres. Alors, pour insérer des charges du halo ou du sol, on peut utiliser les charges libres dans CienEngineer. Les charges libres sont un outil puissant et flexible qui permet de générer rapidement des charges surfaciques. Les charges libres en elles-mêmes ne sont pas liées à la structure, mais sont projetées à la structure, soit automatiquement, soit par sélectionnant les surfaces où on souhaite projeter ces charges. Comme par exemple, on peut voir ici, les charges libres sont les charges en vert, qui ne sont pas liées à la structure, mais qui génèrent des charges directement appliquées aux surfaces, qui sont les charges en orange. Je vais maintenant vous montrer comment modéliser ces charges dans CienEngineer. Pour insérer alors une charge libre, il faut toujours travailler dans le repère XY. Donc, dans notre cas, il faut modifier le repère. Pour faire cela, je vais aller dans configuration du système de coordonnées et je vais choisir système de coordonnées par 3 points. Il faut maintenant définir l'origine. Je vais choisir ce point et pour la direction X, je vais choisir ce point et ce point pour la direction Y. Je peux maintenant commencer à définir ma charge libre. Je ne vais pas modifier les propriétés ici, mais je vais le faire plus tard dans la fenêtre des propriétés. Donc, pour le moment, je vais tout simplement insérer ma charge libre tout au long de ce voile. Et je clique Échappe pour terminer. Je remarque maintenant que ma charge est orientée suivant l'axe Z global. Je peux modifier cela à l'aide de la fenêtre des propriétés en allant sur Système et je choisis Système de coordonnées de l'élément. Maintenant, je remarque que ma charge est uniforme, ce qui n'est pas correct. Donc, je modifie cela en allant sur Distribution et je choisis Variable suivant Y. Je choisis pour le premier point la valeur de 0. Et pour le deuxième point, je vais utiliser la calculatrice. Pour faire cela, je vais cliquer sur égal et je vais insérer moins 1,6 fois 10 et entrer. Donc, j'ai la valeur de moins 16 kN par mètre carré. Je vais garder le type de sélection sur auto pour le moment et je vais générer les charges. Je remarque alors maintenant que ma charge est bien générée sur ce voile et elle est aussi générée sur ce voile. Mais par contre, sur ce voile-là, la charge est dans la mauvaise orientation et elle est appliquée de l'extérieur. Je vais donc supprimer ces charges générées et je vais afficher les axes locaux des surfaces. Pour faire cela, je fais un clic droit et je clique Paramètres d'affichage généraux. Dans Structure, je clique sur les axes locaux des surfaces. Je remarque maintenant que pour ce voile, l'axe Z est orienté vers l'intérieur, donc moins 16 kN est bon. Mais par contre, pour ce voile, l'axe Z est orienté vers l'extérieur. Donc pour changer l'orientation, il suffit de cliquer sur ce voile
et je clique sur inverser l'orientation. Je vais maintenant vérifier l'orientation des autres voiles. Donc pour ce voile, l'orientation est bien vers l'intérieur. Et pour ce voile, il faut alors changer l'orientation. Voilà. Je vais maintenant retourner à ma charge libre et je vais changer le type de sélection à sélection. Je vais maintenant sélectionner tous mes voiles et ma plaque. Je retourne à la charge libre et je fais mise à jour sélection et échappe pour terminer. Je peux maintenant générer les charges. Je peux voir maintenant que ma charge est bien générée sur tous les voiles et sur ma plaque. Je vais maintenant appliquer les charges dues au sol. Je vais aussi utiliser les charges libres. Donc, comme avant, je ne vais pas modifier les propriétés ici. Et comme j'ai indiqué avant, les charges libres ne sont pas directement liées à la structure. Donc, elles peuvent être flottantes et projetées sur la structure. Donc, je vais choisir un point qui n'est pas dans la structure. Je vais cliquer ici. Et je vais choisir une hauteur de 3 mètres en utilisant les coordonnées relatives. Et échappe pour terminer. Je vais alors modifier le système de coordonnées et je vais modifier la distribution. Je vais choisir pour le point P1 égal à 20 fois 3, donc 60, et le point P2 0. Je vais maintenant modifier la sélection et je vais choisir tous mes voiles. Je fais une mise à jour à la sélection et je clique sur échappe. Je peux maintenant générer la charge et je peux remarquer que la charge est bien générée sur tous les voiles de l'extérieur. Je remarque aussi que la valeur sur ce point n'est pas égale à 0 et donc pour afficher la valeur de cette charge, je vais aller sur paramètres d'affichage généraux. Dans charge, je vais afficher l'étiquette. Pour modifier la taille de ces valeurs, je vais aller sur configuration, police, et je vais modifier la taille des données additionnelles. Donc je vais choisir 3,5 mm par exemple. Et je peux remarquer par exemple que la valeur ici est de 28 kN par mètre carré. Maintenant que j'ai inséré le cas de charge du sol et de l'eau, il me reste à insérer le dernier cas de charge, qui est le cas de charge permanent. Pour faire cela, je vais utiliser des charges ponctuelles en E, et je vais choisir une valeur de Moran 300 kN, et je vais appliquer cette charge sur la tête des poteaux. Pour faire ça facilement, je vais afficher la vue dans la direction Y, et je vais choisir les têtes des poteaux. Je vais aussi insérer une charge répartie sur un bord et je vais donner une valeur de moins 30 kN par mètre à cette valeur, à cette charge. J'ai maintenant défini tous les charges. Il me reste à créer des combinaisons. Donc pour faire cela, il faut fermer ce menu. Et je vais aller dans le menu de cas de charge et combinaisons, dans combinaisons. Dans CI Engineer, on peut soit créer des combinaisons automatiques en insérant les coefficients, soit des combinaisons linéaires totalement manuelles, soit des combinaisons selon le recode. Donc je vais cliquer sur ces combinaisons, je vais ajouter tous les cas de charge. EN, ELU.
je vais créer une autre combinaison ELSQP et je vais créer aussi une classe avec ces deux combinaisons. Je peux maintenant lancer le calcul en appuyant ici. Et le calcul maintenant sera fait en utilisant la méthode de Winkler pour le sol de fondation. Avant de continuer, je vais vous expliquer la différence entre le modèle de Winkler et Pasternak et comment appliquer le modèle de Pasternak. Alors, le sol de fondation est modélisé comme des appuis surfaciques flexibles assimilés à un groupe de ressorts avec une certaine rigidité. Dans CI Engineer, il y a plusieurs méthodes pour calculer la rigidité du sol de fondation, comme le modèle de Winkler qu'on vient d'utiliser dans notre exemple d'Ancien Engineer. Cette méthode considère la rigidité comme étant constante partout dans le sol. La deuxième méthode, qui est plus avancée, est la méthode de Pasternak et elle prend en compte l'interaction du sol. Elle peut être utilisée dans CI Engineer en utilisant le module SoilIn ou interaction sol. Alors, le modèle de Winkler est actuellement le modèle le plus utilisé car c'est le plus simple et c'est basé sur l'hypothèse que le tassement du sol est uniforme partout. La rigidité verticale C1Z est calculée d'après la formule de Terzaghi. Si on connaît la charge, on peut trouver la déformation directement en utilisant le coefficient C1Z et en divisant la charge par ce coefficient. La rigidité horizontale du sol C1X et C1Y sont normalement pris égal à 10% de la rigidité verticale. L'avantage de cette méthode est la simplicité, car on peut directement trouver le tassement si on a une charge appliquée sur notre plaque. L'inconvénient est qu'elle ne prend pas en compte l'interaction du sol. Donc, si on a une charge appliquée sur un certain point, le tassement aura lieu dans ce point seulement, mais les points qui sont autour ne sont pas affectés. D'où l'importance du modèle de Pasternak. Le modèle de Pasternak est plus avancé que celui de Winkler, où on a une deuxième constante C2 qui permet de créer une interaction entre les différents points du sol. Donc si on a une charge sur un point, le sol autour de ce point est aussi affecté. L'avantage de cette méthode est alors qu'elle permet de donner un résultat plus proche du comportement du sol, mais l'inconvénient est que la détermination des coefficients C2 est compliquée. Mais cela a été résolu dans CI Engineer par le module interaction du sol ou SoilIn. Cette méthode est basée sur un calcul itératif où on commence par définir des valeurs par défaut de C1Z, C2X et C2Y et puis on lance le calcul. Un calcul linéaire est fait et on aura les contraintes du sol. À l'aide de ces contraintes, le tassement est calculé et les paramètres C1Z, C2X, C2Y sont modifiés à l'aide du tassement et des contraintes calculées. Avec ces nouvelles valeurs, on recommence notre calcul jusqu'à trouver les valeurs réelles de C1Z, C2X et C2Y. Normalement, ce processus ne prend pas plus que 3 à 4 itérations, mais pour éviter d'entrer dans une boucle, il y a une limite pour ces itérations dans CI Engineer. Pour comparer alors les deux modèles, on a appliqué une charge uniforme sur une plaque et on remarque que les contraintes dans le sol sont constantes pour le modèle de Winkler qui est à gauche, mais pour le modèle de Pasternak, on voit que les contraintes sont plus élevées au milieu de la plaque que sur les bords. Pour comparer le moment de flexion, on remarque que si on utilise Winkler, on n'a pas de moment. Mais par contre, pour la plaque où on a appliqué le modèle de Pasternak, on a un moment. En comparant les déformations, on remarque que la déformation est constante sur la plaque à gauche où on a utilisé le modèle de Winkler, contrairement au modèle à droite où on a utilisé le modèle de Pasternak, et où on remarque que la déformation est plus grande au milieu de la plaque que sur les bords, ce qui est normal vu qu'au bord le sol n'est pas complètement chargé comme il l'est au milieu. Alors, comment utiliser le modèle de Pasternak dans CI Engineer? Il faut tout d'abord activer la fonctionnalité Interaction sol dans les paramètres de notre projet. Appliquer des appuis surfaciques et indiquer que ces appuis surfaciques doivent être calculés par le module Interaction sol ou SoilIn.
Le module SoilIn a besoin des profils géologiques avec les différentes couches et pour chaque couche du sol, il faut indiquer le module de déformation E et le coefficient de Poisson. Et on peut après insérer ces forages dans SciEngineer. Le positionnement des forages est très important pour savoir le niveau de terre naturelle si on a une excavation. Après, il faut créer une combinaison linéaire pour le calcul itératif et régler les différents paramètres dans la configuration du solver. Je vais maintenant retourner à SciEngineer pour vous montrer comment c'est appliqué. Donc maintenant, si je lance le calcul, le sol de fondation sera calculé en utilisant la méthode de Winkler. Je vais lancer le calcul maintenant. Et maintenant, je vais utiliser la méthode de Pasternak. Pour faire cela, il faut aller dans Projet, Fonctionnalité, et je vais choisir Interaction sol. Il faut maintenant activer le Soil In ou Interaction sol pour l'appui sur fascicle que j'ai choisi. Donc, je vais aller dans Structure, et je vais choisir l'appui sur fascicle que j'ai déjà défini. Et dans Type, je vais choisir Interaction sol. Donc, interaction sol-structure, Soilen. Je peux choisir aussi les deux méthodes. Il faut maintenant définir des forages. Pour faire cela, il faut aller dans Données de modèle et Forages. Alors, pour insérer les forages, il faut définir le profil géologique. Donc, je vais commencer à définir les différentes couches. Je vais choisir pour la première couche une épaisseur de 5 mètres, un module E de 20, un coefficient de Poisson de 0,15, un poids sec de 17 et un poids humide de 20. Le coefficient M, on n'a pas besoin de le modifier. Pour la deuxième couche, je vais choisir comme épaisseur 8 mètres. Comme module E, je vais choisir 26 par exemple. 0,15 pour le coefficient de Poisson. 18 pour le poids sec. Et 20 aussi pour le point humide. Le niveau d'eau, je vais le mettre à 8 mètres. Et je peux le voir maintenant ici. Et je vais cliquer sous-sol incompressible sur la dernière couche. Maintenant, je peux placer le forage. Donc, je vais le placer, par exemple, ici. On peut voir, par exemple, maintenant que le forage est en dessus de l'ouvrage et il va considérer qu'on a fait une excavation pour arriver à ce point et donc le sol est préconsolidé. Avant de lancer le calcul, il faut maintenant définir une combinaison. Donc, la combinaison doit être une combinaison linéaire. Donc, je vais le nommer line. Je vais cliquer sur OK et fermer. Et maintenant, avant de lancer le calcul, je peux aller à l'option du solver et dans les paramètres Soil In, je vais choisir la combinaison que j'ai déjà créée. Je vais définir par exemple pour les paramètres C1X, C1Y égale à 1 et pour C1Z une valeur par défaut de 15. Et je ne vais pas modifier les C2X et C2Y. Je vais aller après dans l'option du maillage et je vais choisir la taille de maillage à de 0,5 m. Et je peux maintenant lancer le calcul.
Maintenant que le calcul est fini, j'ai un message qui m'indique que le nombre d'itérations était 3. Et maintenant, je peux aller dans le menu Résultats pour voir les différents résultats. Et maintenant, dans le menu Résultats, je peux par exemple afficher le déplacement 3D. Donc, je vais choisir pour le type de charge combinaison. Et je vais choisir la combinaison alors ELSQP. Et je vais tout simplement cliquer sur Régénérer. Et on peut voir maintenant comment la structure se déforme suivant la combinaison ELSQP. Je peux également afficher les résultats par élément. Donc, pour faire cela, je vais aller sur Type de sélection, cliquer sur Actuel, et je vais choisir la dalle. Et maintenant, si je clique Régénérer, j'ai les résultats qui sont affichés seulement sur la dalle et non sur les voiles. Je peux également afficher les contraintes 3D. Donc, je vais aller sur Contrainte 3D, Combinaison, ENELU, je vais cliquer sur Régénérer. Et je peux voir maintenant les contraintes sur toute la structure. Pour le calcul qu'on a fait en utilisant la méthode de Pasternak, donc pour le calcul des paramètres du sol, je peux aller dans Sol de fondation paramètre C. Et je peux par exemple afficher la valeur calculée de C1Z. Je vais cliquer sur Régénérer. Et on remarque maintenant que le paramètre Z n'est pas constant. Et par exemple, on a une valeur plus petite au milieu où le chargement est plus grand et où la déformation alors est plus grande, ce qui est très normal. Je vais maintenant afficher les efforts internes. Pour faire cela, il faut aller dans Surface et Efforts internes. Et je vais choisir l'effort interne dû au quatrième cas de charge, alors Structure, pour voir l'effet des poteaux sur la plaque. Je vais cliquer sur Régénérer. Et je peux voir maintenant le moment MX sur la structure. Et si je fais un zoom, je peux remarquer que dans ces points, on a un pic de résultat qui est dû au fait que le poteau est connecté en un seul point, donc l'effort n'est pas très bien réparti, mais on peut résoudre cela par l'utilisation des bandes de lissage qu'on peut trouver dans Outils des résultats 2D, et je clique sur bande de lissage. Donc je vais insérer des bandes de lissage de largeur et de longueur 1 mètre et la direction, les deux directions. Je vais maintenant insérer mes points de lissage. Donc je vais cliquer sur les nœuds du poteau. Il suffit tout simplement alors de venir m'accrocher sur les nœuds. Donc j'ai 15 poteaux, donc il me faut 15 bandes d'intégration, bandes de lissage, pardon. Et je vais cliquer sur Échappe pour terminer. Je vais retourner dans le menu Effort interne. Je vais cliquer sur Régénérer. Je remarque maintenant que le moment n'a pas changé, en fait. J'ai toujours le pic. Et pour modifier cela, il faut activer le lissage des pointes dans la fenêtre des propriétés. Donc je vais activer et je vais régénérer. Et je peux remarquer maintenant que mon moment est très bien distribué et je n'ai plus les pics de résultats que j'avais avant. Je vais maintenant continuer à l'étape suivante, qui est le calcul du ferraillage. Donc, pour faire cela, il faut sortir du menu Résultats et aller dans le menu Béton. Mais on remarque dans CienEngineer que le menu principal ou l'arborescence est très bien organisé et est classé par étapes, donc où on commence par la définition du projet qu'on a fait. On peut définir après les grilles pour faciliter la modélisation, après l'insertion de la structure dans le menu structure,
On a après le menu charge pour insérer les charges, après le menu calcul pour faire le calcul, le menu résultat et après les menus pour exploiter ces résultats et pour le dimensionnement comme le menu béton. Donc je vais maintenant aller dans le menu béton et dans le menu béton je vais aller dans le sous-menu dalle voile et je vais aller dans calcul du ferraillage théorique et je vais choisir dimensionnement ELU ELS. Donc c'est le dimensionnement qui utilise l'état limite ultime et l'état limite de service, donc il prend en compte la fissuration. Je vais sélectionner ma dalle, donc macro 2D. Je vais choisir le type de sélection sur actuel. Pour pouvoir effectuer ce genre de dimensionnement, il faut toujours avoir une classe définie, ce que j'ai fait avant. Cette classe doit avoir une combinaison ELU et une combinaison ELS. Donc, ici on remarque que je ne peux pas changer le type de charge, je peux seulement choisir classe. Donc, je vais choisir la classe ELU ELS. Je ne vais pas afficher les codes d'avertissement car ce n'est pas important, c'est juste pour information. Je vais garder les codes d'erreur si jamais il y en a. Et il faut aussi activer lissage des pointes. Je vais maintenant cliquer sur régénérer. Et j'ai maintenant alors le ferraillage nécessaire dans ma plaque. Ce ferraillage satisfait à la fois le dimensionnement ELU et ELS. On peut voir maintenant qu'on a le résultat par valeur, mais on peut également afficher ou utiliser des isolignes utilisateurs, donc des échelles utilisateurs. Pour faire cela, il faut cliquer sur échelle d'isolignes utilisateurs. Je vais cliquer sur ces trois points. Et je peux maintenant insérer mon échelle. Donc je vais dire par exemple 10 distance de 100. Et c'est une valeur de 785. Je vais utiliser un autre, donc 10 de distance 200 par exemple, ce qui me donne alors une valeur de 392, donc à peu près là. Et j'ai alors le 10 100 785 qui est à peu près là. Je vais définir encore un autre échelle, alors 10 10 200 avec 10 100 par exemple, qui est 1178, et donc qui satisfait le ferraillage maximal ici. Je vais cliquer sur OK. OK, et il suffit de régénérer. Et maintenant, j'ai les résultats qui sont affichés par échelle utilisateur que j'ai défini avant. Je peux aussi changer la valeur. Donc là, je vois le ferraillage dans la direction 1 inférieure. Je peux afficher par exemple un plus. Et je vais cliquer sur régénérer. Et en utilisant le même isoligne, alors j'ai ce résultat. Je vais maintenant faire un contrôle du poinçonnement. Alors, je vais fermer la dalle. Je vais aller dans poinçonnement. Je vais cliquer sur contrôle du poinçonnement. Je vais choisir comme type de charge combinaison ENELU. Je vais afficher le tableau de ferraillage. Je vais utiliser AS total. Donc bien sûr, pour pouvoir lancer ce contrôle, il faut avoir une quantité d'armature qu'on a déjà, vu qu'on a fait un dimensionnement ELU ELS. Donc je vais utiliser ce ferraillage théorique que j'ai calculé pour faire le contrôle du poinçonnement. Pour le valeur, c'est check, et extreme, je vais choisir alors nœud pour montrer les résultats sur tous les nœuds. Et je vais régénérer. Je peux voir maintenant que le contrôle du poinçonnement passe sur tous les nœuds. Alors, une valeur qui est inférieure à 1 signifie qu'on n'a pas besoin d'armature de poinçonnement. Une valeur qui est égale à 1
signifie qu'on a besoin d'armature et une valeur qui est plus grand que 1 signifie que le béton ne peut pas résister au poinçonnement. Je peux aussi afficher l'aperçu et j'ai alors un tableau récapitulatif de ce contrôle. Dans le premier tableau, j'ai la résistance au périmètre U0. Donc ici j'ai une résistance de 4,82 MPa. Si je continue dans le deuxième tableau, je vois la quantité de ferraillage dans la plaque. Le troisième tableau nous donne la charge critique par nœud. Et enfin, j'ai le contrôle du poinçonnement. Je peux aussi lancer un contrôle simple pour avoir des résultats plus détaillés. Donc, je vais cliquer sur contrôle simple et je vais choisir ce nœud par exemple. Donc, par exemple, si je vais dans charge, je peux voir que pour cette combinaison, j'ai 4 cas de charge. J'ai l'armature principale que j'ai définie dans cette région. Et dans conception d'armature, je peux choisir les différents cas de charge que j'ai vus ici. Et je peux voir le résultat alors par section X et Y. Et aussi pour les différentes sections. Donc, je peux voir ici première section critique, deuxième, troisième et quatrième. J'ai ici alors le contrôle du poinçonnement et je peux voir que je n'ai pas besoin d'armature. Pourquoi? Car VED qui est appliqué est de 0,20 MPa et la résistance est de 1,78 MPa. Donc je vais cliquer sur OK et je vais maintenant parler de la note de calcul. Pour faire cela, je vais fermer le menu béton et je vais aller dans note de calcul. Donc j'ai maintenant une nouvelle note de calcul qui s'ouvre. Donc je peux utiliser la fenêtre d'insertion de nouveaux éléments pour insérer des éléments. Donc je vais insérer par exemple dans éléments spéciaux en tête. J'ai l'entête qui est directement insérée. Je vais après afficher par exemple une table de matière et je vais après la table de matière faire un saut de page. Je vais après retourner dans Cien Engineer et je peux directement dans Cien Engineer prendre des images live dans la note de calcul. Donc par exemple image live dans la note de calcul et je clique insérer et fermer. Si je retourne maintenant à ma note de calcul, je peux voir que l'image est bien insérée. J'ai maintenant modèle d'analyse qui est dans la page 2. Je vais maintenant insérer par exemple les charges. Donc je peux insérer charge ponctuelle au nœud et j'ai la valeur des charges ponctuelles qui sont insérées dans le cas de charge 4 structure. Je peux insérer les charges libres générées par exemple et les charges libres surfaciques. Je peux également prendre des copies d'écran ou des images live par exemple, des résultats par exemple, déplacement 3D. Je vais changer sur tout. Je vais cliquer sur image live dans la note de calcul. Je vais cliquer sur insérer et fermer. Je retourne dans la note de calcul et je vais exporter cette note de calcul. Donc je vais exporter, export PDF, je vais exporter en PDF. Je vais la nommer note de calcul et je peux voir maintenant alors ma note de calcul exportée en PDF. Je peux aussi exporter ces images en image live 3D. Donc pour faire cela, je vais fermer cette note de calcul. Je vais retourner dans la note de calcul principale et
je vais choisir par exemple pour le modèle analyse, je vais cliquer sur l'image et je vais mettre export PDF en 3D. Donc maintenant, je vais exporter une autre fois de calcul 2 par exemple. Et j'ai maintenant ma note de calcul où je peux remarquer par exemple que pour cette image, c'est une image live où je peux faire un zoom et voir tous les éléments. Alors, pour résumer notre webinaire, je vous ai montré que la modélisation est simple et rapide dans Cyan Engineer avec plusieurs outils à votre disposition pour faciliter la modélisation. J'ai expliqué l'utilisation des charges libres et comment l'appliquer dans Cyan Engineer. Après, on a lancé le calcul en utilisant une fois le modèle de Winkler et une autre fois le modèle de Pasternak. Et j'ai expliqué la différence entre ces deux modèles pour le calcul du sol de fondation. Puis, on a affiché les résultats et je vous ai montré comment faire un ferraillage ELU-ELS, afficher des isolines utilisateurs et comment faire un contrôle du poinçonnement. À la fin, j'ai généré une note de calcul simple et dynamique et je l'ai exportée en PDF. Vous pouvez essayer tout ce qu'on a fait aujourd'hui sur votre propre version de Cyan Engineer ou vous pouvez demander aussi une version gratuite d'évaluation sur notre site. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Vous pouvez trouver d'autres webinaires déjà enregistrés sur notre site rubrique webinaire ou sur notre chaîne YouTube. On arrive à la fin de ce webinaire et merci pour votre attention.